is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle section des chroniques d'Alira. Comment vous allez? Impeccable. Ça va très bien. Super. On est comme d'habitude toute l'équipe d'Alira, donc moi je suis Jérémy Vauquier, le président d'Alira. Est-ce que vous voulez vous présenter nos chroniqueurs de choc? Alors, rapidement, je Daniel suis formateur des... Pardon. Vas-y. Je suis formateur de développeurs pour Alira, donc voilà. Directeur pédagogique d'Alira, Daniel Villamontero. Rédacteur pour Alira. Bonjour à toutes, à tous et à tous dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez la pêche? Tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres dans l'écosystème en ce moment, qui est le procès FTX. Alors, le procès FTX, vous savez qu'il s'est ouvert il y a quelques jours. Hein, je pense qu'on est maintenant à 10 jours de procès, quelque chose comme ça. Hier, on avait l'audition de l'ancienne dirigeante de Alameda Research et ancienne petite amie de SBF. Virgile, je crois que tu as suivi un petit peu les actualités. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Caroline Ellison? Alors, l'audience de Caroline a rapporté pas mal d'infos, surtout sur toutes les activités de FTX depuis pas forcément depuis sa création, mais en tout cas, ça explique pas mal de choses, notamment sur le fait que il y avait déjà un déficit dès l'année 2021. En fait, Caroline Ellison, elle a estimé que la valeur liquidative d'Alameda Research, enfin le fonds de capital à risque qui était de connivence avec FTX était négatif d'environ 2,7 milliards de dollars. En fait, Caroline Ellison... Et 2021, c'est ça? Exactement. C'est ouf. En fait, pour la mise en contexte, Alameda Research, c'était une entreprise sœur de FTX. En tout cas, Est-ce qu'on c'était peut un bien fonds. expliquer? Alors, tout le FTX Group, c'est des centaines de sociétés, donc on ne pourra pas faire la cartographie en direct, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu les liens qu'il y a entre ce Alameda Research et FTX? Donc FTX, hein, pour rappel pour les gens qui raccrochent les wagons, c'est cette exchange qui a fait faillite de manière retentissante l'année dernière en laissant des millions de clients sans leurs sous. Et on parle d'une perte de plus de 13 milliards de dollars. Donc ça commence à faire un peu d'argent. Et un peu de monde impacté. Mais du coup, si tu veux nous expliquer un peu les liens entre Alameda Research et FTX, c'est quoi cette histoire du coup? Alors, en fait, ce qui était reproché principalement à Alameda et à FTX, c'est qu'il y a eu, c'est que en gros,
la société Alameda Research avait la possibilité de retirer en illimité sur FTX. Alors que concrètement, une plateforme d'échange, c'est supposé garantir la sécurité des fonds de ses clients et leur donner la possibilité de pouvoir retirer leurs fonds. Sauf que FTX ne pouvait, FTX ne permettait pas du tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Alameda Research pouvait piocher directement dans les fonds des clients et il pouvait faire ça vraiment en illimité, en sachant qu'il y avait une ligne de crédit quasiment infinie pour cette société-là. Donc, ça Et qu'est-ce faisait que qu'il les fonds. Pardon? qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent chez Alameda? Voilà, là, en gros, les consignes de SBF, elles étaient très claires à l'époque. C'est il disait qu'il devait faire des investissements dans absolument tout ce qui était possible et peu importe la manière dont ça se passait. Et c'est comme ça qu'on a vu FTX investir dans des centaines d'entreprises différentes et même effectuer des rachats à tour de bras. Et on imagine bien que c'était pour espérer un retour sur investissement, mais la conséquence de ça, c'est que avec tous les investissements qui ont été faits, eh bien, dès 2021, on s'est retrouvé avec un déficit d'environ 3 milliards de dollars chez Alameda Research. Et c'est un déficit qui n'a cessé de croître au fil des ans. Par exemple, en juin 2022, il y avait un déficit de 10 milliards entre les fonds déposés par les clients et les fonds qui pouvaient vraiment être retirés de FTX. Donc en Attends, fait, 10 ils ont milliards? Oui, C'est beaucoup. Ça fait c'était qu'ils avaient peu de réserves. en juin 2022, c'était 10 milliards. ils ont fait le coup, le coup des banques, quoi, mais sans être une banque. C'est-à-dire ils ont pris l'argent de leurs clients et ils ont utilisé l'argent de leurs clients pour faire à peu près n'importe quoi, des dons à des partis politiques, des achats de yachts, des achats douteux de start-up ou de tokens étranges. Et ensuite, après avoir perdu les sous de leurs clients, et quand les clients sont venus voir en faisant toc toc toc, ce serait possible de récupérer nos sous. Ah bah désolé, mais il n'y en a plus, quoi. Ouais, c'est exactement. Bah, tu viens de donner des exemples de magouilles qu'a fait SBF, Jérémy, mais c'est grâce au témoignage de Caroline Ellison, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres magouilles aussi. Par exemple, Genesis qui Totalement. demandait le remboursement de 400 millions de dollars. Genesis demandait un remboursement de 400 millions, mais sauf que Alameda ne disposait pas des fonds et Caroline Ellison a été obligée de falsifier des bilans. Ou alors, autre exemple, tu as SBF qui a fait des pots de vin pour récupérer l'accès à des comptes de trading bloqués en Chine. En gros, Ok. il est allé voir comment dire, des officiers de Chine et leur a donné plusieurs dizaines de millions en leur demandant de libérer les comptes de trading si possible. C'est c'est quelques exemples qu'on a pu relever durant son témoignage. Ok, c'est assez. Moi, je trouve cette histoire, elle est vraiment ouf, quoi, parce que c'est à l'échelle d'une entreprise. Enfin, on sait tous les erreurs des traders débutants, parfois, le petit crédit à la consommation pour acheter de la crypto et ensuite de se dire, allez, vas-y, ça va bien se passer, je vais rembourser mon crédit, machin, et finalement, les gens, ils finissent endettés. Il faut pas faire ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais là, c'est à l'échelle d'une entreprise, en fait. C'est à l'échelle d'une entreprise et à l'échelle de milliards de dollars. Où, alors, ils n'empruntent pas à la banque, mais ils empruntent à leurs clients sans leur dire. Et ensuite, bah, évidemment, ça se passe mal. Enfin, c'est hallucinant comme histoire, quand même. Et juste, je voulais rebondir sur un truc qui a été dit, comme quoi SBF investissait dans des trucs un peu shady ou quoi. Il n'y avait pas que des trucs shady. Je sais que la communauté française, elle a beaucoup réagi à ces annonces pour des raisons très simples. C'est que, bah, en fait, il y a plein d'entreprises en France qui ont profité des fonds de SBF et des fonds de FTX de manière très générale. Je sais qu'il y a eu des débats, notamment sur Twitter, on peut voir des petites guéguerres qui sont assez intéressantes en réalité. C'est pas que de la guéguerre, c'est aussi des histoires de fond entre certains qui ont éventuellement profité de financement de FTX. Je vais pas les citer, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Et d'un autre côté, des journalistes qui, eux, dénoncent le fait que des personnes ont été financées. Les personnes réagissent en disant « Oui, mais ça veut dire que vous jetez l'opprobre sur nous ». Et le journaliste qui dit « Bah non, nous, on fait que de donner de l'information.
et ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant comme Je comme me débat. suis informé. Exactement. Je n'ai pas du tout de biais à partir du moment où je dis quelque chose de manière publique. Mais c'est assez intéressant et ça montre bien qu'en fait SBF était tellement gros, enfin SBF FTX plutôt, était tellement gros. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé qui était SBF. SBF, c'est le patron de FTX, enfin, l'ancien patron de FTX. Et FTX était tellement gros qu'en fait, ça a joué sur l'écosystème complet crypto, pas que l'écosystème américain ou pas que les gens qui investissent sur la plateforme d'échange, quoi. C'est un truc vraiment énorme et aujourd'hui, on en a même des remous en France où il y a des gens qui, sur Twitter, ne peuvent plus se blairer parce que voilà, il y a des petites guéguerres, quoi. Ouais, mais effectivement, en vrai, enfin, tu peux pas. Enfin, bon, voilà, on aurait tous aimé savoir les choses à l'avance et ne pas faire d'erreurs et machin. Évidemment, tu vois, c'est facile de refaire le match une fois que le match il est fait. Mais en attendant, c'est pas le rôle des petites entreprises ou Bien des sûr. petits médias, machin, de savoir si tel échange il est véreux ou pas, quoi. Quand il y a plein de gens qui travaillent avec Binance, il y a plein de gens qui travaillent avec Kraken, enfin, il y a plein de gens qui travaillent avec plein d'exchanges. C'est pas leur rôle d'auditer le FTX. Il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, comment est-ce que c'est possible que ça soit pas audité? En vrai, sur des boîtes de cette taille, franchement, c'est inauditable, quoi. Et d'ailleurs, quand vous voyez les déclarations du liquidateur de FTX, il dit qu'il a jamais vu ça de sa vie. Donc Ouais, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que le liquidateur de FTX en question, il avait déjà été témoin de la faillite d'Enron à l'époque. Donc c'était enfin Enron qui était un scandale financier en soi. Enfin, il dit que FTX c'était encore le niveau c'était encore le niveau au-dessus en termes de scandale. Donc et c'est c'est en dehors du procès et là on commence à entrer dans les suppositions, mais même la gestion en interne enfin en tout cas la sécurité opérationnelle de l'entreprise, elle n'était pas au point non plus. C'est-à-dire que tout se faisait, même le stockage des clés des clés pour l'exchange, c'était sur des services centralisés. Il paraîtrait même que les clés privées étaient stockées sur un dock. Donc enfin, quand on s'y connaît un minimum en termes de sécurité sur ces crypto-monnaies, le stockage numérique est quasiment la pire idée qu'on puisse avoir. Donc, Non, il y a une certaine forme d'amateurisme. Moi, je vois dans le témoignage d'Ellison, voilà, et on avait un groupe de discussion de Signal quand CZ effectivement avait menacé de jeter à la gueule les tokens FTX. Ce qui est un vrai sujet hein, dans ce procès, un des vrais sujets, c'est quelle est la part de responsabilité, avec des guillemets, de CZ dans cette histoire. Parce que bon, il a effectivement dit, bon, le truc là, il sort un peu le moisi, donc est-ce qu'il avait des infos que d'autres personnes n'avaient pas, donc est-ce qu'il y a une notion de délit d'initié de la part de CZ, ça sent un peu le moisi, donc je vais vendre ce token avant qu'il soit trop tard. Et en fait, dans le témoignage, nous avions un groupe de discussion Signal. Franchement, vous rendez compte de la somme que ça parle, et c'est une discussion qui est faite sur Signal pour savoir ce qu'elle doit tweeter la jeune dame. Ça, normalement, tu as une conférence directe, on fait une réunion, qu'est-ce qu'il faut faire, les avocats ils disent quoi, c'est pas une discussion qu'on fait sur Signal pour ce genre de choses. Donc il y a vraiment un côté, on chatte pour savoir si oui ou non on va décider on va prendre une décision qui va gérer plusieurs milliards. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce process, c'est que c'est un cours d'histoire en fait. Nous crypto cultureux, on se scandalise en disant quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas autant de dépôts il n'y avait pas autant de réserves que les dépôts. C'est-à-dire que c'est 20% qui étaient restés quand même en dépôt. C'est-à-dire que de mémoire sur les 13, il y en a 10 qui ont été mis de côté. Donc il y a quand même 23% de réserves fractionnaires. D'accord? 23% de réserves fractionnaires, excusez-moi de dire, c'est pas mal. C'est-à-dire que dans l'idée, on revit l'histoire de l'orfèvre qui avait de l'or, qui stockait de l'or pour ses clients et qui donnait de l'or papier. Puis un jour, il se rend compte qu'il peut prêter plus d'or papier qu'il a d'or en réserve. Et puis il se dit plutôt que cet or-là qui est en train de dormir, je finance une expédition en Inde. Je dis pas ça à mes gens parce qu'ils vont pas revenir récupérer l'or. C'est l'origine de la réserve fractionnaire. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que ce qui nous scandalise, nous, et qui a été repris par une très grande quantité de personnes, avec des amalgames qui nous ont beaucoup enragés, parce que moi j'ai beaucoup posté à cette époque-là, qui étaient des amalgames du genre, la finance décentralisée nous avait fait des promesses, force est de constater que FTX prouve le contraire, donc déjà tu comprends à quel point les gens n'ont pas compris de quoi on parle.
Mais au-delà de cela, ce que FTX a fait avec beaucoup d'amateurisme, ce sont des choses qui sont relativement connues. Enfin, on n'a pas eu besoin de la crypto pour inventer ce qu'ils ont fait. Le fait d'utiliser l'argent de leurs clients, l'utilisation de l'argent de leurs dépôts, le fait de faire de la réserve fractionnaire, excusez-moi de vous dire que ça fait partie du quotidien d'aujourd'hui de la finance. Peut-être de manière beaucoup plus auditée, plus contrôlée, plus ce que vous voulez, mais on revit un cours d'histoire en disant qu'en fait, ce qui a échoué, c'est une part des anciennes recettes. Ce qui a échoué avant continue d'échouer aujourd'hui, quoi. Incroyable. C'est ça. C'est ça, bah, tu soulèves un très bon point, Daniel, sur le fait que, sur le fait que oui, les utilisateurs pouvaient pas retirer la totalité des fonds qui étaient déposés dans FTX, mais le secteur bancaire fonctionne exactement pareil. C'est que, dans une banque, en temps normal, vous avez une partie en cash. Là, ces temps-ci, c'est 12 et le plus souvent, c'est sous des enfin, c'est l'achat d'obligations à court et à long terme. Mais sinon, pour répondre à ta question plus directement sur sur le tweet, bah, il y a eu le tweet de Changpeng Zhao, qui est le patron de Binance, qu'on surnomme CZ, qui avait publié un tweet en fin 2022 où il disait qu'il vendait tous ses tokens FTT parce qu'il a, enfin, il le faisait par précaution, on va dire. Je résume très vaguement, mais l'idée principale est là. Et, euh, et c'est à partir de là que l'effondrement de FTX a commencé. En fait, en fait, FTX, à ce moment-là, ils avaient au total 14 milliards enfin, il y avait 14 milliards de déficit dans les caisses de FTX. Donc, en soi, il y avait enfin, il y avait des centaines de raisons différentes pour lesquelles FTX pouvait déclarer faillite. Mais c'est à partir du tweet de CZ que l'effondrement a commencé, parce qu'il y a eu il y a eu d'abord la vente des tokens de FTT, puis ensuite, la communication de CZ a tellement été efficace que ça a fait paniquer plein d'utilisateurs qui ont eux-mêmes retiré les fonds de FTX. Et c'est à partir de là, c'était une spirale infernale. Dommage. C'est-à-dire que tout le monde retirait ses fonds jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et puis, on s'est rendu compte par la suite que le FTT enfin, était collatéralisé par l'entreprise elle-même. Et enfin, ça a fait une cascade de liquidation qui a condamné qui a condamné la société, tout simplement. Je voulais juste aborder un dernier point sur. Tout à l'heure, je voyais qu'il y avait la question sur l'audit. Faut pas oublier qu'on est en crypto. Les audits, ils sont censés être faisables facilement, mais ils sont faisables facilement si on a accès au compte, si on a accès à quel est le compte qui est à auditer en réalité. Et jusqu'à ce moment où FTX est tombé, on n'avait pas vraiment déterminé de moyens un peu clairs de se dire, OK, quels sont les comptes à auditer, comment on audite en fait une entreprise crypto. Depuis cette faillite, on a beaucoup parlé notamment d'un système qui est le Proof of Reserve, dans lequel les entreprises d'échanges centralisés, comme FTX, comme Binance ou quoi que ce soit, ont un peu le devoir moral d'indiquer, pour l'instant c'est qu'un devoir moral, c'est pas un devoir légal, d'indiquer quels sont les comptes à auditer, et donc du coup on a la capacité de voir quel est l'argent disponible sur ces comptes pour savoir quelle est la réserve de ces comptes. C'est quelque chose qui est discutable pour plein de raisons, parce que pourquoi on fait ça dans les cryptos, pourquoi on fait pas ça avec les banques, et aussi et surtout, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'échanges entre les différents comptes, et qu'en fait, il se passe des thunes, histoire de pouvoir à chaque fois montrer qu'ils ont bien les réserves à un instant T, et l'instant d'après, hop, ils renvoient l'argent. Donc, c'est un peu discutable, mais en tout cas, FTX, finalement, est une erreur qui peut faire du bien pour l'écosystème, puisque cette erreur a amené potentiellement aussi une question sur en fait, qu'est-ce qu'ils font les échanges centralisés avec notre argent? Est-ce qu'ils ne s'amusent pas avec les cryptos qu'ils ont de faire n'importe quoi, et notamment de faire du rendement avec des objets financiers comme on parlait Virgile juste avant. Donc c'est un sujet assez intéressant et qui pour le coup peut être positif à long terme. Ouais, complètement. Tout à fait, parce que ça va générer une certaine forme de méfiance plutôt légitime en ce qui est centralisé et difficilement auditable. Tu soulignes un point essentiel, Cyril. Un, il y a cette nouvelle notion d'arrivée de proof of reserve qui vient d'arriver. Bon, déjà, il faut prouver que ces réserves-là sont associées à l'échanger en question, parce que ça se trouve, c'est des réserves d'un pote, hein. Et c'est surtout en fait que tu dois faire confiance sur le fait que tu annonces d'avoir en
que les comptes de tes utilisateurs, donc en fait ta reconnaissance de dette, parce que ce n'est que ça, un compte dans une échange centralisé, c'est une reconnaissance de dette, est véritable. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, j'ai 10 millions on va dire, j'ai 10 millions en Bitcoin, et j'ai 10 millions en reconnaissance de dette. Mais ça se trouve, il a 30 millions en reconnaissance de dette. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces tableaux où il a le nombre de clients, tu dois le croire sur parole, c'est ses fichiers SQL. Donc tu vas se dire, c'est-à-dire que là, on est dans un cas où il y a en chaîne, on peut vérifier quelque chose. En chaîne, on peut vérifier. Mais hors on-chain, on ne peut pas vérifier. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la techno, en fait. Ouais. Le but d'avoir sur de la chaîne publique, c'est de justement pouvoir être audité. Il y a un tweet qui avait été fait pendant le procès d'FTX qui a encore lieu. Si on dit les banques sont auditées tous les ans, mais la blockchain est auditée toutes les 10 minutes. Donc c'est ça aussi le point qui est important. Tant qu'on fera un parallèle entre ce qui est centralisé et ce qui est on-chain qui prouve des réserves, c'est la partie hors on-chain qui posera problème. Ça n'a jamais posé de problème, en fait, la partie on-chain. Enfin, en quelque sorte. Complètement, ouais. Moi, l'affaire FTX me fait énormément penser à un livre qui s'appelle The Psychology of Money, qui est un bouquin qui m'a vachement marqué. Je peux le mettre là dans le chat. La psychologie of Money. Et qui est un bouquin qui est assez intéressant parce qu'il montre comment dirais-je, c'est facile quand on n'est pas soi-même à la tête de 14 milliards de se dire ah mais en fait il a fait n'importe quoi et machin. Mais en fait c'est surprenant de voir le nombre de personnes qui se prennent les pieds dans ce tapis. Et chacun à notre niveau, en fait on est susceptible de se prendre les pieds dans ce tapis. Alors on ne gère pas tous 14 milliards, ça c'est clair. Mais cette espèce d'hubris qui est en fait très humain et qui consiste à se dire bon bah vas-y, il y a de la marge, c'est bon. Enfin, quand on regarde les déclarations de SBF, il y a des trucs hallucinants comme en fait, il y avait une quantité infinie d'argent et donc s'il y a une quantité infinie d'argent, on peut faire ce qu'on veut avec, quoi. Et ça paraît fou de voir ça de l'extérieur, mais je suis sûr que de l'intérieur, de son point de vue à lui, qui nous paraît complètement évidemment aberrant, je suis sûr qu'il y a une forme de cohérence interne dans son espèce d'univers un peu délirant. Et un réflexe, ce serait de simplement rejeter ça comme étant monstrueux et comme non, nous on est fondamentalement différents et on aurait complètement, définitivement mieux agi à sa place. Mais je pense qu'une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est regarder chacun de nous, ces petits comportements qu'on peut avoir chacun à notre niveau, chacun au niveau des enjeux financiers qu'on a, quoi. Ça a l'air de ça. Je sens que ça suscite des réactions chez toi, Cyril. Allez, Non, pas spécialement. Mais je sens une transition menée de main de maître. Ah, tu sens une transition. C'est vrai que le timing correspondrait. Ah, mais c'est vrai ça fait déjà 22 minutes. Eh bien, effectivement, écoute, puisque la transition est annoncée, transitionnons. Le deuxième sujet qu'on voulait vous demander, c'est plus un sujet pour le chat, du coup, qui est cette affaire FTX, et on pourrait même élargir à l'ensemble de ce qui s'est produit là sur la dernière année, mais parlons de FTX. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans le chat, dans votre gestion du risque, dans votre gestion de la sécurité? Est-ce que vous laissez encore vos cryptos sur les exchanges? Si oui, lesquels? Ça nous intéresse de voir un peu, de faire un deuxième sujet un peu plus interactif avec vous, de voir finalement qu'est-ce qui a changé pour vous là après cet événement de l'effondrement de FTX. Déjà, en premier lieu, est-ce que vous avez des cryptos encore sur les échangeurs centralisés? Qui dans le chat en a encore? Les cryptos effondrent, il ne reste plus que quelques jours sur les SEX. C'est intéressant. Tiens, dans l'équipe, du coup, est-ce que vous avez encore des cryptos sur... Ah oui, juste, ceci est un rappel. Il y a 0 conseil en investissement. On parle de crypto-monnaie parce que c'est un des cas d'usage de la blockchain. Et de fait, on en parle, mais ce n'est pas un conseil en investissement. On parle pas d'investissement, on parle de sécurité informatique. On parle de chaîne numérique. Je préfère parler de sécurisation de clés privées, là. Ça n'a rien à voir avec de la finance. Moi, à titre personnel, j'ai retiré pas mal de mes fonds des exchangers. J'utilise encore les SEX, mais en tant que bridge. Pour pas mal de cas, je trouve que c'est plus sûr un bridge en passant par un SEX qu'en passant sur un bridge décentralisé. Assez souvent. Il y a aussi en fait, ce que j'appelle les poussières. C'est-à-dire que tu as acheté un cheatcoin à 50 € à une époque, maintenant il vaut 2 €. Tu as la flemme de l'envoyer sur ta ledger, donc tu laisses se pauvre RC20 en disant un truc qui servira à quelque chose. En fait, j'ai vraiment adopté la situation de se dire je ne mets dans les exchangers que ce que je suis prêt à perdre. Déjà, normalement, en bonne pratique, puisqu'on a abordé ça, Cyril, on est censé investir en crypto de ce qu'on peut perdre.
Eh ben, déjà, dans cet écosystème-là de ce qu'on peut perdre, si demain mes échangeurs disparaissent, je fais oh zut, tant pis, c'est tout. J'ai vraiment diminué jusqu'à arriver en fait à des poussières de petites choses que j'ai pas envie de déplacer, ce que je ne faisais pas avant la chute d'FTX. J'avais cédé à une époque à me dire ah là ils font quand même un petit stacking à 15% sur tel crypto, mon Matic je vais le mettre sur je vous dis pas où. Et voilà, comme ça il va faire ça. Puis après j'ai fait le calcul, je me suis dit 15%, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en 6 ans il ne se passe rien pour que je reste encore rentable. Je fais mon calcul et mon calcul a été qu'en 6 ans ce truc-là va exploser, a plus de chances d'exploser que le contraire. Donc j'ai retiré. J'étais très bayésien là-dessus, Jérémy, très simplement. Ouais, c'est bien les Bayesiens, ce genre de truc. Il y a des gens, parce que là, je vois que tout le monde dans le chat nous dit non, on n'a pas d'argent sur les exchanges, etc. Ah, Il y a des- si qui en tu veux, reste. il y a Tikalis qui nous dit je laisse quelques jours car j'aime encore positionner des hotspots très bas pour attraper les mèches quand les marchés décrochent. Ah, Et comme Daniel, j'ai pour pas faire peur. office de bridge, les sexes restent souvent moins chers et plus pratiques. Ouais. Mais comme on-ramp, off-ramp et bridge, je pense que les sets ont encore un très grand avenir. Je pense qu'ils font, même si à un moment donné on a une éducation où tout le monde est dans sa ledger, il y aura cet usage-là qui, à mon avis, restera toujours centralisé. Bah, dans tous les cas, pour l'on-ramp, aujourd'hui, c'est un peu une manière obligée. Je veux dire, Tout à fait. en 2015-2016, il y avait des bornes et on pouvait s'échanger des bitcoins dans des bars, des meetings en personne. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident et t'as l'impression qu'il y a des problèmes de sécurité liés au physique et non plus liés au numérique qui interagissent encore. Donc, du coup, bon, c'est pas évident. Donc, pour l'on-ramp, pour pouvoir se payer des cryptos, en fait, c'est aujourd'hui le moyen le plus simple d'utiliser les sexes. Après, si je peux apporter mon opinion, c'est en fait depuis l'affaire de FTX, j'ai absolument tout retiré. En fait la philosophie c'était enfin tant qu'il y a enfin tant que je peux éviter les exchanges centralisés, je le fais. À moins de trouver un service où on est obligé de passer par ce genre d'exchange. Sauf que là, on est arrivé à un stade où tous les services qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'échange de tokens, le prêt et les emprunts, les, enfin, le passage du crypto en fiat et inversement, tout ce genre de services, désormais, on peut les trouver dans la finance décentralisée sans passer par Binance ou n'importe quel autre exchange. Donc, donc oui, peut-être que certains services sont encore moins chers sur des exchanges, mais c'est assez un compromis qui me convient. Et d'ailleurs, on parlait de on et off-ramp, c'est-à-dire les plateformes pour passer de crypto à fiat. Eh bien, on a beaucoup de chance en Europe puisqu'on on a plusieurs boîtes qui proposent ce genre de service. Par exemple, Mon Pèlerin, ça fonctionne très bien. Monerium, ça fonctionne bien aussi. Et tu auras même Gnosis Pay plus tard. Donc voilà, il y a toujours des alternatives. Ouais. Moi, il me reste un petit peu sur Kraken notamment. Alors, c'est pas la majorité de ma crypto, c'est loin d'être la majorité, mais il me reste un petit peu de sous sur Kraken. Et honnêtement, enfin, sur toutes les. Alors, je sais que le PDG de Kraken répète qu'il ne faut pas laisser de crypto sur les exchanges, y compris le sien. Mais en fait, à mon sens, Kraken fait clairement partie, peut-être avec Coinbase, mais je l'utilise moins. Des exchanges dans lesquels j'ai le plus confiance et qui me paraissent être le plus safe, quoi. Tu sais que tu prends des risques en disant ça. Ah, je Dans sais, 2 ans, Coinbase tombe et. Non, je on va parle de ressortir Kraken, je cette parle vidéo. spécifiquement de Kraken. Ah. J'exclus Coinbase de ce commentaire. Mais non, enfin, on comprend tous qu'on gère du risque, en fait. Donc, on est tous sur des rapports bayésiens. Je vais formuler différemment. Je serais plus surpris de voir Kraken tomber que de voir n'importe quel autre. Je pense que c'est celui qui me surprendrait le plus. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça on verra bien. Mais honnêtement, c'est celui qui me surprendrait le plus. Après, des fois on est surpris dans la vie. On est souvent surpris, notamment par le monde crypto. C'est toujours assez amusant. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce que d'un point de vue logo, d'un point de vue narratif, Kraken, enfin, c'est pas une marque de jouet, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est-à-dire que c'est pas du truc qui est censé être en confiance, tu vois. Je suis la pieuvre.
Mais on a confiance dans la pieuvre. La pieuvre, elle est gentille. Hein. C'est amusant hein, comment le logo et la confiance peuvent parfois être des choses complètement étrangères. Ouais, complètement. Alors après, quand je fais ce commentaire, hein, je ne suis pas en train de vous inciter à laisser vos cryptos sur un exchange en particulier, surtout pour les gens qui suivent cette émission en fait. Pour les gens qui suivent cette émission et dont on peut imaginer qu'ils ont en fait les compétences suffisantes pour sécuriser leurs cryptos de manière correcte eux-mêmes, bah fine en fait, sortez-les quoi. Quand on commence à déplacer ou à gérer de la crypto de gens qui sont un peu moins alertes au niveau tech, et qui sont moins capables aussi de sécuriser leur crypto de manière correcte. Parce qu'on rappelle, hein, quand on sécurise de la crypto, les 2 risques que vous prenez, c'est la perte et le vol. Et en fait, c'est pas si trivial de la sécuriser de manière correcte. Donc moi, très clairement, quand je donne des conseils à mes parents ou à des gens qui sont pas machin, bon, bah, ils laissent 2000 balles sur Kraken. Écoute, il laisse 2000 balles sur Kraken, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je pense que ça présente moins de risques que de dire en fait il faut que je vous explique le détail de machin, de vos cils, etc. Je prends le parti de faire une position un peu iconoclaste. Bah, du coup, ça amène à la deuxième question, c'est comment vous faites pour ne pas perdre vos cryptos? Notamment pour ceux qui ont décidé de sortir des exchanges. Les exchanges, ils sont ça de bien d'avoir des outils un peu clés en main, avec lesquels, par exemple, si vous avez oublié votre mot de passe, c'est pas grave, vous cliquez sur Forgot My Password, et vous allez pouvoir retrouver assez facilement vos cryptos. Par contre, d'un autre côté, quand on les met en self-custodial, donc du coup en auto-hébergé, comme on dit en français, il faut pouvoir gérer sa clé privée et notamment gérer, pourquoi pas, sa mnémonique. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous l'écrivez sur un petit bout de papier et vous le mettez sur un post-it devant votre ordinateur? En bas à gauche. C'est pas ce qu'il faut faire, en bas à gauche. Ou vous avez quelque chose d'un peu plus précis? Et le temps que les gens répondent un petit peu dans le chat, moi j'avoue que j'ai acheté des petites plaques de métal sur lesquelles j'ai poinçonné des mots. Donc du coup, c'est un truc assez classique maintenant. L'idée, c'est que, évidemment, mon poinçonnement, il n'est pas fait dans l'ordre. J'ai un ordre précis dans ma tête que je vais oublier de manière certaine, mais c'est pas très grave. Je vais le retrouver un jour. Et au final, ce poinçonnement, ce qui est pratique, c'est qu'il va être placé dans un endroit précis chez moi, donc je sais où il est. Et en plus de ça, il n'est pas à risque, par exemple, de feu. Ce métal-là, en tout cas, gère très bien cette problématique-là. Donc, alors qu'un petit bout de papier, ça crame, hein, si jamais. Donc voilà, il y a des petits outils comme ça qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise ça en ce moment, que j'ai trouvé assez pratique. Mais à tout moment, je vais changer de méthode dès que j'en trouve une qui m'intéresse plus et qui est plus facilement utilisable. Ouais. Et je rejoins là-dessus, c'est un grand sujet. Pour moi, c'est un des plus gros sujets de l'adoption. J'en parlais avec Chantal quand on avait fait le podcast, c'était la notion de devenir adulte numérique. C'est-à-dire que tu es responsable de ton secret cryptographique. Numériquement, on n'est pas censé être responsable de quoi que ce soit. On n'a jamais été prêt à être responsable informatiquement. Ceux qui sont responsables, ce sont les CTO, tu vois, où ils se disent merde, j'ai pas fait de sauvegarde de même serveur de messagerie, je peux tout perdre. Mais en plus, maintenant, tout est cloudé. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique a été accompagné systématiquement d'une notion de déresponsabilité totale. C'est ton échangeur, c'est ton fournisseur, c'est ton clouder, machin et tout. Et donc là, le fait de se dire que ton secret cryptographique, donc ta fortune, donc le fruit de ton travail, est résumé sur un petit bout de papier, déjà, contrairement à ce qu'on imagine, c'est plus ancien temps. Donc, quand moi j'ai des hommes politiques qui viennent me dire Ledger, c'est comme cacher ses sous sous le matelas, excuse-moi, cacher ses sous sous le matelas, ça fait 2000 ans qu'on l'a fait. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire. C'est juste maintenant que c'est ridiculisé. Donc, il faut respecter aussi les personnes âgées. Hein. Il ne faut pas se moquer des vieilles pratiques. Hein. C'est pas gentil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, surtout quand c'est sur l'électorat et qui paye tes impôts. Deuxième point, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que c'est un vrai sujet, ces papiers, ces machins. Alors, c'est-à-dire un épisode d'Alice, hein, avec les cryptos, où en fait le petit frère pique sans savoir la phrase mémotechnique de l'héroïne qui devient complètement folle parce qu'elle doit réaliser sa ledger. Donc c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet en fait de comment tu caches ça. Est-ce que c'est un bout de papier, est-ce que c'est le métal, est-ce que c'est poinçonné, est-ce que la moitié est ici, l'autre moitié est là. Il y a des astuces. Alors, naturellement, dites pas exactement ce que vous faites et où est-ce que vous le rangez, parce que surtout si on connaît votre adresse, parce que c'est quand même votre sécurité aussi qui est liée à ce secret cryptographique. Mais enfin, vous vous rendez compte que on va imaginer expliquer aux gens que ta fortune, tu es en train de la graver en poinçonnant des bouts de métal.
ça va là, au niveau de la boulangère, tu arrives à expliquer ça correctement, Cyril? Parce que voilà, on arrive à des enjeux de responsabilité qui sont à des années-lumière de ce que les gens conceptualisent par rapport à ce sujet-là. Moi, il y a quand même un truc là, parce que je vois toutes vos réponses. Il y a plein de techniques qui sont sophistiquées. Honnêtement, quand vous faites de la sécurité comme ça, et notamment allez voir ce que dit Antonopoulos à ce sujet. Mais la sécurité, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Et sécuriser une seed correctement, c'est-à-dire en évitant les deux risques, la perte et le vol, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Et la recommandation usuelle, c'est ne faites pas de protocole de sécurité vous-même que vous allez inventer vous-même en vous disant je me gratte la tête, je vais créer mon propre code. Et en fait, vous êtes à peu près certain, sauf si vous êtes un expert en cybersécurité, et auquel cas faites votre vie. Mais il y a 99% de chances pour que si vous êtes en train de m'écouter maintenant, vous n'êtes pas un expert en cybersécurité, désolé. La recommandation usuelle, c'est garder les choses le plus simple possible. Parce qu'en fait, vos systèmes, plus vous faites des systèmes qui sont complexes, plus vous maximisez les risques d'erreur, et plus vous maximisez aussi le risque d'oublier le système que vous avez utilisé. Moi, il y a quand même le truc qui me paraît le plus raisonnable à faire pour sécuriser correctement vos choses, c'est plusieurs ledgers avec la même seed. Donc ça, vous pouvez initialiser vos ledgers, différentes ledgers avec la même seed, et ensuite vous les mettez dans des lieux géographiques différents. Et la seed en elle-même, alors que ce soit sur un morceau de papier ou poinçonné sur du métal comme Cyril le fait, CryptoSteel par exemple propose aussi des systèmes où vous allez mettre sur des espèces de tiges en métal des petites tuiles qui représentent chacun des mots de la seed. Ça, vous le mettez dans un coffre de banque. Désolé, hein, c'est le retour de la banque. Ou dans un coffre d'un système hors système bancaire, si vous avez des coffres qui sont hors système bancaire. Et à mon avis, c'est la meilleure méthode parce que c'est une méthode qui est simple et qui, du coup, limite les risques d'erreur, les risques de perte, les risques d'oubli. Parce que on pense toujours à mon Dieu, mais si quelqu'un trouve mon truc, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Ayez plutôt peur que dans 1 an et demi ou dans 2 ans, en fait, vous ayez oublié ce que vous avez fait exactement, d'oublier l'ordre dans lequel vous aviez mis les trucs, ou que quand vous avez recopié votre site que vous avez découpé en 15 morceaux, qu'en fait, vous avez loupé un mot ou recopié 2 fois le même mot, et que dans 2 ans, quand vous en avez besoin, et bah, touc. Et ça, des histoires d'horreur de gens qui perdent leur site plutôt que de se la faire voler, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc surtout, keep it simple en fait, dans les trucs comme ça. Et en effet, je voyais quelqu'un dire faites des tests de recovery. Donc en gros, vérifiez que vous êtes capable d'avoir accès à votre argent si vous en avez besoin. Bah, faites-le. Par exemple, là, tu sortais le truc de plusieurs ledgers. Bah, en fait, vous gardez une ledger qui reste connectée, vous faites un reset de la deuxième, par exemple, et vous vérifiez qu'avec la deuxième, vous êtes bien capable de récupérer vos mots, machin. Ça peut être un bon truc. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est peut-être un peu fastidieux, tout ce qu'on est en train de dire, mais prenez-le comme un travail réel. Vous avez de l'argent, votre argent, vous devez le gérer d'une certaine manière. Aujourd'hui, on a décidé de simplifier un maximum les choses avec les banques. La crypto, c'est aussi retrouver l'indépendance financière, enfin l'indépendance vis-à-vis du système financier, par notamment l'usage soi-même de son propre argent. Donc du coup, sa sécurisation et ainsi de suite. Donc en fait, le truc simple, excuse-moi, je te laisse parler, mais le truc classique que j'ai tendance à dire, c'est mettez-vous un jour dans votre calendrier en mode vous prenez 1 heure pour faire vos exercices crypto. Exercice qui consiste à vérifier votre recovery, vérifier que tous vos outils marchent bien, les recharger s'il y a besoin avec les ledgers et ce genre de choses. Et comme ça, en fait, vous assurez 1 fois tous les 3 mois, par exemple, d'avoir bien accès à vos fonds, de pouvoir les utiliser, si vous ne les utilisez pas régulièrement, évidemment. Ça, c'est autre chose. C'est comme un exercice incendie, tu vois. Tu fais une simulation. Exactement. Merde, j'ai perdu. Merde, ma ledger ne marche pas. J'ai dû en acheter une nouvelle. Je la réinitialise. Est-ce que ça fonctionne bien? Déjà, ça va vous rassurer. Et n'oubliez pas que c'est un point qui est important. Personne n'aime la responsabilité. Vous savez, quand les gens, vous allez voir votre patron et vous dites, je veux plus de responsabilité. C'est pas vrai. Il veut pas plus de responsabilité. Il veut plus de pouvoir et plus de pognon. C'est pas Personne n'aime les responsabilités. C'est du pouvoir et du pognon qu'on veut. Donc, si vous voulez avoir le pouvoir d'avoir votre propre pognon, comme ça, on résume les deux dans la phrase. Bah, il faut avoir vos responsabilités. Donc, c'est le mauvais côté de la médaille.
Et je rebondis sur ce qu'a écrit Tikalis, notamment sur votre descendance et votre succession. Alors, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis jeune papa d'un petit qui a 2 ans. Et donc, c'est des questions que je me pose. Je me dis, mon Dieu, mais si je passe sous un bus demain, est-ce qu'ils vont savoir faire, quoi? Et en fait, c'est pareil. Dans des cas comme ça, la recommandation, c'est à peu près la même. C'est garder les choses simples. Le fait d'avoir une seed qui est dans une banque et vous faites une lettre, vous faites un testament, si les gens de votre entourage sont pas suffisamment éclairés sur la crypto, vous expliquez comment ça marche et pour qu'ils soient capables de récupérer les choses. Enfin, le fait de garder les choses simples et notamment dans des coffres, dans des systèmes type banque, et ben en fait, ça vous donne l'assurance que même si demain vous mourrez, vous perdez vos capacités mentales et vous n'êtes plus en mesure de transmettre ce pourquoi vous avez travaillé, et ben vos descendants, vos héritiers sont protégés. Et en fait, c'est important. Après, il y avait une remarque de Silver Defiant qui mérite d'être soulignée, c'est qu'il existe des solutions, mais elles sont améliorables. Et c'est très juste en fait. Si tu veux, le fait de recouvrir ces fonds et même faire des tests de recovery, ça c'est un enjeu c'est un enjeu qui est extrêmement important pour permettre à un maximum de monde de s'intéresser aux cryptos. Et il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits, notamment avec le portefeuille Argent, qui a un système de gardien. C'est-à-dire que vous pouvez élire plusieurs personnes, et si jamais vous perdez votre portefeuille, eh bien vous devez acquérir un certain nombre de signatures de ces personnes-là pour pouvoir récupérer les fonds. Ou alors un autre exemple, c'est Zengo où votre clé est séparée en 2 fragments. Il y en a une qui est stockée dans votre mobile et la deuxième qui est stockée dans les serveurs de Zengo. Mais le chiffrement est fait de telle sorte que les 2 fragments ne se rencontrent jamais, mais qu'on garde quand même la possibilité de recouvrir ces fonds. C'est encore quelque chose qui est en train d'être expérimenté. Mais on a ce genre de solution qui peut justement qui peut faciliter cette sécurisation-là. Bah, et là, je vois que ça parle donc de techniques cryptographiques. Ensuite, là, on a parlé donc ce qui était affiché à l'écran, c'est la quant abstraction. Faut pas oublier qu'il y a des outils, notamment par smart contract, donc sur les blockchains, évidemment, qu'ils le prennent en charge, comme par exemple les Ethereum et ce genre de choses, d'avoir ce qu'on appelle du multi-sig wallet. Donc, du coup, plutôt que de confier l'usage de ces fonds à une clé, on va la confier à plusieurs clés et parmi ces clés, on va pouvoir déterminer que bah voilà, deux clés parmi 3, admettons, vont pouvoir utiliser l'argent. Bref, il y a des outils, il y a plein d'outils cryptographiques et il est super intéressant en fait de regarder tous ces outils et à un moment de choisir quelque chose, de s'y atteler et voilà. Je voulais juste aussi rebondir sur ce que disait César Cyril. Au niveau des banques, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un petit coffre à la banque, c'est pas excessif. Enfin, c'est pas beaucoup d'argent par rapport à ce qu'on peut y mettre finalement dedans. Et de la même manière, était posée une question dans le chat, mais quid de la sécurité des coffres? Bah, c'est vrai qu'il y a plus beaucoup aujourd'hui de grands braquages à la Mérine, mais c'est quelque chose qui peut arriver, on ne sait pas. Et de même, hein, pour amener de l'argent à la banque, il faut le transporter. De la même manière, pour votre seed, il faut la transporter à un moment. Et là, je pense à cette pauvre personne qui transportait sa seed dans son portefeuille, qui s'est fait arrêter par les flics et qui était filmé avec une caméra de poitrine. Et le flic, en voyant le truc, dit « Mais c'est quoi ces mots ?» Et en fait, on les voit bien parfaitement. Et évidemment, les fonds ont été complètement vidés juste après. Donc voilà. C'est déjà arrivé ce genre de truc. Il n'y a aucun moyen safe. Voilà. Il n'y a aucun moyen safe. Si, il y a un moyen, c'est d'éduquer la police. Pardon. Non, mais et aussi de mitiger les risques. Et les techniques qu'on a pu citer précédemment sont des bonnes techniques. Le multi-sig wallet est une bonne technique. Enfin, bref, voilà. Il y a plein de trucs qui sont faisables. C'est vrai que le sujet du coffre de banque, et effectivement, on a conscience à avoir confiance dans le coffre de banque. Après, si vous partez du principe que
Ceci n'est pas un conseil en investissement où j'aime les banquiers, tout ça. Mais si effectivement vous partez du principe que le coffre de banque est fiable, bah, peut-être que tout le reste de la banque est fiable aussi, et donc vous pouvez laisser vos sous à la banque. Si on est plus dans un schéma de se dire je garde les cryptos dans le cas où il y a un effondrement bancaire, il faut avoir conscience de plusieurs choses. Si un effondrement bancaire, il n'y a peut-être pas que la banque qui pourrait s'effondrer, il y a aussi peut-être l'électricité, Internet et tout ça. Donc, est-ce que vos cryptos vous seront complètement utiles? Oui, non, peut-être, on ne sait pas. Oui, Daniel, la crypto en cas d'effondrement, moi j'y crois. Je pense que c'est un des cas d'usage de la crypto. Ceci n'est pas un conseil en survivalisme, mais en plus de la Ceci n'est pas Ledger, un si vous conseil en pouvez avoir survivalisme, mais une si vous voulez carabine avoir- et du calibre 12, environ 3 boîtes, ça pourrait être utile aussi. Mais en l'occurrence, voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette question de se dire, si pour moi la crypto est un moyen de pouvoir pouvoir échanger de la valeur en-delà du système de paiement, soyez cohérents jusqu'au bout et partez du principe qu'en cas d'effondrement, votre coffre ne sera pas plus prudent que la caisse de l'épicerie du coin. Donc c'est ça qu'il faut avoir en conscience. C'est toujours, comme disait avec Jérémy, du bayésien, à quel moment vous estimez d'avoir vos risques, parce que le but de toute cette opération, quelle qu'elle soit, c'est que vous dormiez bien. Point. Donc si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous vous dites, vous allez avoir une dépression et un cancer parce que vous n'arrivez pas à dormir correctement, arrêtez la crypto. Prenez plus d'assurance, je peux dire, ça prenez plus d'assurance, soyez moitié en crypto, moitié en banque, voilà. Palliez votre risque pour ne pas être dans l'angoisse, c'est pas le but de l'opération. On a Tikalis qui nous demande ce qu'on pense de Ledger Recovery. Moi, honnêtement, au-delà du désastre de communication que ça a été pour Ledger, franchement, là encore, les pauvres, quoi, je n'ai tellement pas aimé gérer ça à leur place. Mais au-delà du désastre de communication, moi, je trouve, et là encore, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, je trouve que c'est une fonctionnalité qui va plutôt dans le bon sens. Et à deux égards. La première, c'est que ça a permis de clarifier auprès de tout le monde qu'en fait, Ledger avait accès au seed. Et ça, oui, désolé d'informer, de faire la prise de conscience généralisée, mais en fait, Ledger a accès au seed. Et même mieux que ça, les applications que vous installez sur votre Ledger ont aussi accès au seed. Et la protection, elle est logicielle, en fait, elle n'est pas matérielle. Et souvent, dans la communication de Ledger, il y avait le secure élément qui était mis de l'avant. Mais le secure élément, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui sécurise ce secure élément, c'est le fait de pouvoir déduire la seed en observant physiquement le composant, en regardant physiquement le composant électronique. Et donc là, il agit comme une boîte noire. Par contre, en fait, de manière logicielle, Ledger a accès au seed. Voilà. Ensuite, ils ne le font pas, et ils ne le font pas si vous n'activez pas l'option qui permet de le faire. Mais à partir du moment où vous l'activez, du coup, vous l'activez, quoi. Donc là, cette fois-ci, ils y ont accès, ils vous le disent, et voilà. Il y a une grande différence entre ce qu'on appelle accéder et utiliser. Parce qu'en fait, ils ont peut-être volontairement joué sur les mots au départ. Tu peux faire une composante hardware qui a l'acide et peut être utilisée quand il s'agit de signer les transactions. Mais en fait, la transaction rentre dans la boîte. Moi, je pensais au début ça. Au tout début, je pensais ça. La transaction rentre dans une boîte, qui est une boîte noire. La transaction est signée, elle sort de la boîte. Donc effectivement, il y a l'acide. On a accès à l'utilisation de l'acide, parce que si vous n'avez pas accès à l'utilisation de l'acide, vous ne pouvez pas signer vos transactions, excusez-moi de le dire. Mais cette signature se fait de manière hardware dans un composant qui est dédié pour ça. Ce qui n'est pas très compliqué, parce que signer cryptographiquement, ça se fait en hardware. On peut le faire de manière hardware. Le problème qu'il y a, effectivement, c'est que cette seed-là peut sortir, haché, découpé en morceaux pour être distribué à 3 à 4 personnes, je ne me souviens plus, mais des tiers de confiance, voilà. On peut se retourner dans notre tombe en entendant ça, qui vont stocker un bout de votre seed. Mais si effectivement elle peut ressortir découpée en morceaux et on va dire un peu protégée et emballée, elle peut aussi sortir crue. Et c'est ça qui fait peur. C'est qu'en fait, il y aurait une commande pour faire sortir la seed crue, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour Ledger Live ou un jour un piratage particulier puisse extraire la seed crue, propre, et pas crypto-chiffré avec 3 clés publiques de 3 acteurs de confiance dans l'univers. Et ça, beaucoup de personnes n'en avaient pas conscience. Parce que c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux qu'on puisse demander à Ledger de sortir la seed crue. Moi, j'aurais développé Ledger, je n'aurais pas permis ça. Je me suis dit, c'est trop dangereux parce que si un jour on se fait hacker, on se fait avoir là-dessus. Ouais, mais ça répond aussi à un besoin des clients de pouvoir avoir une sécurité en récupérant en fait leurs fonds si jamais ils perdent leur seed. Bref, on va pas refaire le débat. D'ailleurs, le débat, on l'avait fait dans un épisode des Chroniques d'Alira. Et du coup, ça me permet de faire un rappel que toutes les Chroniques d'Alira sont disponibles sur Spotify en format podcast, donc juste avec le son.
Si jamais vous voulez réécouter ça un jour, libre à vous, c'est sur Spotify. On écoute libre. On va passer au troisième sujet peut-être. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même une vraie conscience collective là dans le chat sur le fait de prendre ces choses-là au sérieux. Voilà, si je résume un peu les grands conseils, c'est pas sur les exchanges, vérifiez vos systèmes de sécurité régulièrement. Alors Cyril parlait de tous les 3 mois. Bon, moi je le fais tous les ans, mais bon, faites un truc entre les deux, quoi, qui convienne à votre niveau de risque et à vos fonds. Gardez les choses simples. Le plus simple, c'est encore plusieurs ledgers avec une seed bien cachée quelque part dans un coffre ou ailleurs. Troisième sujet, l'adoption de la blockchain par les États. Ça y est, ça arrive. Le Brésil et tous les petits copains sont en train de s'y mettre. Cyril, je crois que tu as regardé un peu le sujet pour nous. Qu'est-ce que tu as découvert là-dessus? Des choses merveilleuses. Il y a 3 pays dont je vais, il y a 3 pays dont je vais parler. Et en fait, si j'en parle, c'est parce que au-delà de, ok, c'est cool, il y a des États qui le font, c'est qu'à chaque fois c'est des usages un petit peu différents et qui amènent à se poser des questions. Je vais essayer de la faire courte et de pas être chiant. Vous me dites si je le suis, n'hésitez pas. Le premier, c'est la. Ça spoil dans le chat. Ça spoil dans le chat. Exactement, la carte d'identité au Brésil. Bah, allez, je commence par la carte d'identité au Brésil. Le Brésil met au point depuis quelques temps un système d'outils d'identification numérique qui utilise la blockchain. Alors, leur système est un petit peu particulier et surtout, il va dépendre d'un endroit à un autre. Par exemple, à Rio, il y a un système un petit peu de blockchain public. Le Brésil, dans sa globalité, veut mettre en place ce système d'identité, donc pas uniquement à Rio. Et pour le faire, en fait, va utiliser un système de blockchain privée. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain privée? Juste pour rappel, c'est une blockchain qui est full contrôlée par une entité centralisante. Au lieu d'avoir tous les gens qui peuvent venir sur la blockchain et participer à l'histoire de la blockchain en téléchargeant, en synchronisant la blockchain avec un nœud blockchain et ainsi de suite, et bien là, en fait, on a juste une entité qui va posséder un ou plusieurs nœuds, peu importe, de ce réseau. On a une base de données, c'est ça? Ouais, c'est une base de données, mais en fait, quand même, s'ils ont plusieurs nœuds, ça reste une base de données qui a au moins de la résilience, qui permet toujours de prouver les choses cryptographiquement. Donc, du coup, ça amène quand même de la transparence par rapport à une base de données. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'amuser à changer une petite requête SQL pour modifier le truc. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Et juste si j'en parle, c'est donc pour parler de cette histoire de blockchain privée et pour parler du fait que le Brésil, ils ont une vraie volonté en fait d'utiliser la blockchain. Donc c'est assez intéressant, ils ont vraiment tout un pôle politique chez eux qui parle de la blockchain pour plein de raisons. Premièrement, donc du coup, comme on l'a dit, les identités décentralisées, mais même déjà depuis, donc ça, les identités décentralisées, c'est une info du mois dernier, mais en fait, depuis juin, ils mettent en place tout ce qui va permettre la création de CBDC, donc les monnaies de banque centrale, et miam miam, avec notamment le digital real, et ils le font en partenariat avec Microsoft et Visa, donc c'est pas des petits acteurs, hein, c'est des gros machins, et c'est intéressant de voir qu'un pays essaye de gérer de manière globale cette histoire de blockchain, en essayant de voir des applicatifs sur les identités, mais aussi sur la monnaie et ce genre de trucs. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de la part du Brésil d'aller à fond vers ces outils-là. En tout cas. Ma copine est brésilienne et sa famille est là-bas. Je pourrais vous donner un feedback terrain quand on sera sur place. Bah écoute, dans une prochaine émission, n'hésite pas du tout à intervenir, ça nous fera très plaisir. Ok, donc ça c'était pour le cas du Brésil. Est-ce que vous voulez rebondir dessus ou je passe à l'Arabie Saoudite? Comme vous voulez. Non, c'est hyper cool. Sur la partie identité et tout ça, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler l'implémentation exacte parce que ça peut être génial comme horrible ce genre de truc. Et puis sur les monnaies digitales de banque centrale, bon, je ne sais pas si on refait le débat ici. Moi, je pense que c'est profondément liberticide, mais je veux pas relancer le débat. Mais profondément à quel niveau? Très profondément, profondément, moyennement profondément? Ça, c'est un vrai débat parce qu'on n'a pas défini encore. Je pense que c'est pré-fasciste comme outil. Ah d'accord. Let's go. Il y aurait une matrice idéologique. Ah d'accord, je réfléchis.
Bon, du coup, l'Arabie Saoudite, tant qu'on est dans le fascisme. Non, pardon, excusez-moi. Non, vraiment pas en plus pour le coup. Ok, du coup, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils font avec la crypto et c'est quoi leur idée? Bon, déjà, il y a un premier truc qu'il faut ramener. Il y a 2 contextes à amener. Le premier, c'est que l'Arabie Saoudite est l'un des rares pays, et même, je crois, le premier pays qui augmente en fait ses volumes de transactions sur l'année 2023 par rapport à 2022, ce qui est quand même pas rien dans un contexte de bear market où en réalité on a tous tendance à arrêter de transactionner. En fait, en Arabie Saoudite, c'est pas du tout le cas. Ce truc-là, il arrive dans un cadre, donc du coup, c'est le deuxième contexte, c'est dans un cadre où l'Arabie Saoudite veut sortir de la dépendance au dollar. Depuis les années 70, on ne me rappelle plus la date exactement, on s'en fiche, mais on a cette norme qui s'est créée autour des échanges de pétrole, où en fait tout pétrole, toute vente de pétrole est backée par du dollar. Et ça, depuis le dernier forum de Davos en janvier, ils veulent en sortir, et notamment pour pouvoir un peu mieux transactionner avec l'économie chinoise, par exemple. Il y a une vraie volonté en fait de sortir de la dépendance au dollar. Les pétrodollars, comme on les appelle. Et dans ce contexte-là, en fait, l'Arabie Saoudite a recruté notamment en 2022 un big guy Web3 et qui l'ont mis au beau milieu de la banque centrale de l'Arabie Saoudite. Et l'idée, c'était, vas-y, cherche à faire des trucs avec. Là où en 2018, ils interdisaient Bitcoin, là, ils ont dit, il y a peut-être moyen que ce truc-là nous donne une indépendance au dollar. Il y a peut-être moyen que ce truc-là nous permette d'aller un peu plus loin. Et donc, du coup, en septembre, a été plus ou moins annoncé l'idée d'avoir des transactions de pétrole avec des crypto-monnaies. Et donc, il y a eu la première transaction crypto-monnaie qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps pour du pétrole. Et ce truc-là est non négligeable puisque l'Arabie Saoudite est l'un des premiers exportateurs de pétrole au monde, voire le premier, il me semble. De fait, si à un moment le pétrole est vendu en Bitcoin, vous inquiétez pas que le Bitcoin va avoir de beaux jours devant lui parce que le pétrole, on en a encore besoin, malgré. C'est du Bitcoin qui a été utilisé sur cette transaction? J'ai pas l'info. J'ai pas Ok. l'info, je saurais pas te dire. C'est ouf. Alors, par contre, pour vous dire ce que dit Cyril, il y a de plus en plus de négoces qui se font à coup de stablecoin du SDT. On en parlait la dernière fois. De Ah oui, tu plus m'en en parlais plus. en Argentine, Ouais. c'est ça que tu nous racontais, Ouais. vas-y. En Amérique du Sud, en fait, le gros simple, c'est qu'en fait, quand vous achetez beaucoup de pétrole, quand vous achetez des choses, hein, quand vous avez des achats de plusieurs millions, disons les choses clairement, en fait, il y a quelque chose qui est que tu vas demander à ta banque d'envoyer à telle banque 346 millions de dollars. Bon, c'est une somme, d'accord. Et contrairement à Ethereum, ça se fait pas en 10 minutes, enfin en 10 secondes. Donc il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des papiers, ça ralentit, c'est-à-dire que l'argent peut parfois mettre un mois à bouger. Et en fait, un mois, ça permet parfois même de foutre en l'air des affaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont perdu des contrats parce que les banques ont mis un mois à bouger l'argent. Donc en fait, ce que font beaucoup de négociants maintenant, de matières premières, en fait, ils ont un gros compte du SDT, du SDC, de je ne sais pas quoi. Merci de l'avoir souligné. Ils ont un gros stock dessous. Ils le sortent, ils le mettent sur Ethereum. Et dès qu'ils ont serré la main, le contrat est fait, paf, le pognon il est transféré, c'est contractualisé que c'est telle adresse qui envoie à telle adresse et c'est envoyé. Et c'est une de mes prochaines publications, c'est 10 millions, 10 secondes, 10 centimes. Qui est un cas dont j'ai été mis au courant d'un transfert, effectivement, pour un gros achat à hauteur de 10 millions, ça a mis 10 secondes, ça a mis 10 centimes. J'ai pu discuter avec les personnes qui ont mis ça en place, ils disent, mais c'est de la science-fiction en fait. On a acheté tant de tonnes de pétrole, on a fait ça en 10 secondes. Mais c'est de la science-fiction, vous vous rendez pas compte. Normalement, c'est un mois avec la banque. On se bat, on discute, on signe 10 milliards de papiers. Et maintenant, en fait, le seul problème qu'il y a, c'est le cash out, le cash in. Mais en fait, ils font ça en avance. C'est-à-dire qu'ils remplissent leur bag avant, ils sont prêts, ils prennent un petit risque qui est effectivement le fait qu'un stablecoin puisse effectivement tomber. Mais waouh! C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je me pose parfois la question de me dire, est-ce que c'est pas ce que l'on doit dire? Parce que c'est le vrai usage. Quand il y a des gens qui disent, bah ouais, ça sert pas à transformer de la valeur, ça sert de manière industrielle vers des grands négociants maintenant. Est-ce que c'est pas un usage qui, à un moment donné, sera plus audible que la décentralisation, la liberté, vous savez, les trucs qui sont plus trop à la mode? Donc c'est des vraies questions que je me pose maintenant. Ouais, complètement. Les cas industriels sont les cas en fait qui amènent le plus d'usage finalement, parce que si des gros commencent à l'utiliser, les gros en font la promotion et donc du coup le particulier le voit aussi et l'utilise aussi.
Bah, du coup, en parlant de ça, dernier sujet sur la Corée du Sud. Donc j'ai pris ces 3 pays-là, mais en vrai, il y a plein de cas d'usage blockchain dans le monde. Juste ces 3 pays-là ont pas mal investi le terrain. Et là, encore une fois, un peu comme le Brésil, c'est de l'identification numérique. Là, vraiment, ils poussent le truc vers l'identification par smartphone utilisant la technologie blockchain. Donc en fait, toute personne pourra avoir l'application d'État qui lui permettra d'avoir son identification. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, on parlait de WorldCoin. Finalement, c'est très similaire, sauf qu'au lieu d'être géré par une entreprise privée qui permet d'avoir un passeport numérique, là, c'est géré directement par un État. Et ce truc-là, c'est assez intéressant parce que, étant donné que la Corée du Sud a envie d'aller à fond, ils ont fait appel à plein de bureaux d'études, à plein de gens du Big Four, des consultants et ce genre de trucs. Et du coup, on peut retrouver ces études-là, et McKinsey notamment, qui annonce que pour l'année, que sur 10 ans, il y aurait une quarantaine de milliards qui seraient économisés dans la gestion de l'identification. Et cette gestion d'identification, elle est assez énorme pour eux, en tout cas d'un point de vue public et non pas privé comme on en parlait la dernière fois avec WorldCoin. D'un point de vue public, ça permet notamment d'avoir par exemple les services médicaux en ligne qui permettent l'identification en ligne via ces outils-là. C'est par exemple la signature de contrats, les contrats notamment publics qui ne sont pas négligeables en termes de volume. Et évidemment, permettre ça à toutes les personnes et à toutes les compagnies qui vont utiliser les données publiques. Par exemple, aujourd'hui, c'est les avions. Nos cartes d'embarquement, elles sont très liées à notre passeport. Il suffit de voir aujourd'hui, vous scannez votre passeport, vous avez votre carte d'embarquement à l'aéroport. Donc voilà, tous ces outils-là qui sont soit directement publics, soit liés au public, vont bénéficier en fait d'un gain en rapidité, en productivité, et donc un gain réel derrière. Et ce gain, il a été chiffré, et c'était une quarantaine de milliards sur 10 ans. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Enfin, c'est pas énorme, je veux dire, pour un pays comme la Corée du Sud sur 10 ans, mais ça représente quelques pourcents du PIB, 1 ou 2% par an. Et c'est du coup pas négligeable pour un pays. Et ce projet-là est lancé normalement en 2024. Il est travaillé depuis pas mal de temps. Il est censé arriver en 2024 avec du coup une disponibilité pour l'ensemble des Coréens du Sud. Je trouve ça assez intéressant comme sujet, où la dernière fois on parlait d'identification et d'identité privée sur des entreprises privées. Là, c'est vraiment pour du public. Plutôt cool à avoir les 2 cas d'usage. Ouais, carrément. Bon, hyper cool. En tout cas, moi, ça fait toujours plaisir de voir que les États avancent aussi sur ces thématiques-là et montrent qu'en fait, ouais, c'est les technologies qui ont de l'intérêt et qui permettent de faire des choses, quoi. Notamment, Puis ça veut dire que les Coréens auront tous sur leur smartphone leur wallet et qu'ils devront faire preuve de sécurité. Et du coup, à partir du moment où tu as un wallet, tu peux avoir des cryptos dessus. À voir quelle est la blockchain utilisée. Mais... Moi, je suis convaincu qu'au cours du 21e siècle, là, on arrive dans un siècle où il y a en vrai beaucoup de déstabilisation, hein. Le rôle de leadership des États-Unis est en train d'être contesté, le rôle du dollar même est en train d'être contesté par les BRICS, par la Russie, par la Chine. On a des conflits dans tous les sens qui augmentent, même sur la vieille Europe. On arrive vraiment dans un siècle de déstabilisation, et je ne vous parle même pas du réchauffement climatique et toutes les crises qu'on connaît tous. Et pour moi, notamment le Bitcoin a vraiment un rôle géopolitique de stabilisateur à jouer dans ce siècle de déstabilisation, puisqu'en fait, c'est une monnaie neutre. C'est comme l'or, c'est une monnaie neutre, c'est une monnaie qui n'est l'instrument de la puissance d'aucun État. C'est une monnaie qui n'est la dette de personne. Et c'est la seule qu'on ait. Donc, à mon avis, elle est infiniment précieuse, et je pense qu'au cours du XXIe siècle, on verra un rôle aussi géopolitique fort pour en particulier Bitcoin, quoi. Et pour paraphraser Jacques Favier, il se peut que ce soit un rôle qui soit transparent et invisible. C'est-à-dire que par exemple, on parle de le fait d'utiliser les ordinateurs et d'avoir par exemple un logiciel OX, un Unix par exemple. Il y a très peu de gens qui l'ont, un Unix pur, mais par contre tous les autres OS qu'on a sont basés sur des Unix. Parallèlement à ça, tout le monde utilise Internet, mais personne ne dit qu'il utilise TCP/IP. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une base qui, aujourd'hui, on en parle parce qu'effectivement, celles et ceux qui sont érudits de la question, qui sont adeptes, l'ont étudié, si possible, chez Alira, avec un certain attentif. Mais à un moment donné, on va avoir une telle surcouche applicative qui va se reposer sur ce genre de réseau, cette ossature qui est si chère à Gilles Cadignan, par exemple, qu'en fait, ça va devenir, on va l'utiliser de manière complètement transparente. Et si c'est pas connecté à telle compagnie qui est connectée par de la validation de commit à Bitcoin, c'est pas cachère. Et c'est ça qui va, à mon avis, se cristalliser. Surcouches applicatives qui ont été faites par nos apprenants, évidemment.
Bien entendu. Pour partir au moins. Il en serait autrement. J'espère les revoir à la tête d'un État bientôt après avoir réussi à faire des smart contracts incroyables. On va clôturer sur ces belles paroles. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi ces chroniques. Donc, pour rappel, Alira, c'est l'école de la blockchain et de l'innovation technologique en France. On fait de la formation pour les développeurs, les consultants et les spécialistes en finance décentralisée sur la blockchain. On le fait aussi pour l'IA, pour les développeurs et pour les consultants IA. Si vous voulez vous former, vous avez toutes les informations qui sont sur notre site web alira.fr. La prochaine session... Ah, merci Tokenomics, j'allais oublier Tokenomics. On forme des gens à créer des belles tokenomics, pas les tokenomics qui s'effondrent comme des soufflets. Et donc la prochaine session aura lieu fin janvier. Si vous souhaitez y participer et en être, je vous laisse aller jeter un œil à notre site web ou éventuellement prendre rendez-vous avec un des conseillers formation qui se fera un plaisir de vérifier que ça correspond à votre profil. Merci beaucoup à tous et à toutes, et puis à très bientôt pour la prochaine chronique de jeudi prochain. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et ciao à tous les Finlay qui nous ont suivis durant cette chronique. Bon appétit à vous. À bientôt. Life is just